Donc Mathie est ingénieure civil architecte et urbaniste. Elle a été chargée d'études pendant plusieurs années, notamment au sein également de la Coparch, dont elle est devenue aussi également administrative et gauchérante. Suite à cette expérience, elle est devenue ensuite consultante indépendante au sein de Catalyse et depuis 2014, elle est vice-présidente de la Chambre des urbanistes de Belgique et a participé à la création de l'ASBL for Urban Passion qui émane directement justement de la CUB. Parallèlement, elle a récemment initié une thèse de doctorat sur laquelle elle travaille concernant la thématique de l'identité des territoires en mutation. Voilà. Alors, elle intervient aujourd'hui sur l'analyse, elle va vous présenter les conclusions en fait, de plusieurs projets sur lesquels elle a travaillé, puisqu'au cours de sa carrière, elle s'est constituée une expérience quand même relativement large, notamment sur les projets de réhabilitation des territoires industriels, et nous parler de 3 projets sur les territoires de Charleroi, Valenciennes et Metz. Voilà, bonjour. Je vais essayer d'être un peu concise, mais effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter et de faire une petite comparaison entre 3 projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, où j'étais auteur de projet d'un bureau d'études qui était donc mandataire d'équipes pluridisciplinaires. Donc, il s'agit, on va voir comment ça fonctionne. Voilà. Le premier site, c'est le site de Wallers, qui est situé en périphérie de Valenciennes. Le deuxième, c'est le site des Portes de l'Orne, qui est dans la vallée, juste en dessous de la vallée de Florange. Un petit peu plus près, d'accord? Très bien. Donc, les sites des Portes de l'Orne, dans la vallée de l'Orne, au sud de la vallée de Florange, en Lorraine. Et le dernier, c'est la porte ouest de Charleroi. Voilà. Donc peut-être en introduction, quelques mots sur les territoires industriels de manière plus générale. Ce qui m'a vraiment frappé en travaillant sur ces différentes études, c'est de voir l'impact justement des révolutions industrielles et de vraiment les caractéristiques intrinsèques de ces territoires. On peut commencer par dire que les révolutions industrielles ont vraiment modifié de manière fondamentale la manière de produire les biens matériels et ont induit toute une série de mutations au niveau de la structure de la société et donc de la structure du territoire. Au cœur de ces révolutions, on a tout d'abord la machine à vapeur qui, elle, nécessitait des sources d'énergie vraiment énormes, vraiment très très importantes, et donc on a toute la filière du charbon qui est au cœur du processus de cette première révolution industrielle. On a également la ressource, une ressource dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'eau, qui est fondamentale également, et finalement une matière première très importante qui est le fer. Et donc on a toute cette zone de l'Europe du Nord-Ouest qui concentre ces 3 ingrédients, entre guillemets, et donc qui a été le berceau de cette révolution. Et donc on voit que à une certaine période, donc au 19e, tout ce territoire devient source d'une richesse mais immense, et qu'on a un territoire qui se transforme complètement. Donc on a d'abord la transformation du territoire en un outil de production. Donc tout se met en place, toute la manière dont le territoire est utilisé se met en place pour pouvoir exploiter les richesses dont on parle. Et puis un deuxième élément très fort de cette période-là, c'est l'exode rural. C'est le fait que les populations se déplacent pour aller s'organiser, s'implanter autour de cet outil de production, et donc pour vraiment participer au fonctionnement de la machine territoriale. Bon, on a la deuxième révolution industrielle qui poursuit les effets de la première, avec le recours au pétrole et avec une nouvelle énergie. On a une explosion à cette période-là de toutes les infrastructures de déplacement, de la communication de manière générale. Et donc on a tout ce phénomène qui perdure pendant toute une partie du XXe siècle. Et voilà, à partir du moment où on a les chocs pétroliers, on a ces territoires qui rentrent dans un déclin qui est assez important et qui donc sont encore maintenant vraiment en train de se remettre en question. Alors le premier territoire dont je vais parler,
C'est donc le site de Wallers. On est sur... alors, on va voir comment ça marche. On est sur donc un site qui est délimité ici, qui fait une trentaine d'hectares. Et donc sur un petit village dans la banlieue de Valenciennes. Et donc on est sur un site qui exploite le charbon. On a des affleurements qui sont déjà exploités au Moyen-Âge, mais c'est vraiment à la fin du 19e et donc en tout début du 20e siècle qu'on commence à vraiment l'exploiter de manière industrielle, vraiment très lourde. On double la production en une trentaine d'années. Je pense qu'autour de 1930, on doit être à pas loin de 500 000 tonnes de charbon qui sont exploités à cet endroit-là. Et donc on est sur un site assez particulier parce qu'il a concentré toutes les différentes étapes des machines qui ont été utilisées pour l'exploitation du charbon. Et donc on est sur un exemple parfait de cet outil de production. Et autour des puits d'extraction, on a les différentes cités ouvrières qui se sont installées avec différentes phases de construction. On a 11 phases de construction qui se sont organisées autour des différents puits de mines. Et donc on a une sorte de tableau très particulier, très cohérent, qui comprend aussi bien donc les différents puits de mine, on a le terril qui vient se mettre derrière, on a les différentes étapes des cités ouvrières, on a la place au milieu avec effectivement une école ménagère, on a l'église, on a différentes écoles, on a vraiment l'ensemble du tableau de production. Alors, comment est-ce que ce site fonctionne aujourd'hui ? On a un site qui est très préservé, donc qui a été entièrement rénové par rapport aux enveloppes des bâtiments industriels qui s'y trouvent. Alors c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez exceptionnel aussi au niveau esthétique. On est sur un site qui ne laisse pas indifférent, et d'ailleurs il a été repris comme un des 4 sites clés de la candidature UNESCO donc de 2012 du bassin minier, et donc il est vraiment un élément exceptionnel de l'ensemble. Et donc, effectivement, on a non seulement les éléments bâtis qui sont importants et significatifs par rapport à un tissu industriel, mais on a également tous les éléments naturels qui se trouvent autour. Donc, on a un plan d'eau qui est lié aux affaissements miniers et où on a des résurgences, et donc c'est un élément très fort qui marque le paysage. On a effectivement tout ce qui est zone agricole autour, et c'est cet ensemble-là qui est vraiment particulier. Alors le deuxième site concerne donc les portes de l'Orne, la vallée de l'Orne, où on a cultivé la vigne pendant près de 1000 ans. Et cette culture s'est arrêtée au milieu du 19e entièrement pour faire place à l'exploitation industrielle. On est donc en Lorraine aussi dans un contexte assez particulier, où on a sur les plateaux lorrains d'un côté des mines de fer, donc la minette qui se retrouve un petit peu plus haut en amont de la vallée, et on n'a pas loin également du charbon, et donc ça permet effectivement de concentrer l'ensemble de la filière de production sidérurgique à un endroit. Et donc on est sur un site qui fait 400 hectares et qui a été, qui s'est vraiment fortement structuré à partir de 1881. Mais on a au tout début du XXe siècle déjà une machine de production incroyable, vraiment très forte. Et puis on voit à partir du milieu des années 70 un début de déclin, et puis c'est vraiment à la fin des années 90 que le site s'est complètement, on va dire, effondré et arrêté. D'abord les sites l'usine de Rombas, donc qu'on voit ici avec ces 8 hauts fourneaux qui s'arrêtent, avec une démolition quelques années après. Et puis au fur et à mesure, l'ensemble des éléments de production vont s'arrêter, avec la fermeture de l'acierie de Gandrange qui a lieu fin 2008. Et aujourd'hui, on a l'ensemble des 400 hectares qui sont à l'arrêt, donc qui appartiennent entièrement à Mittal, et avec pour exception une toute petite usine de production de barres métalliques d'acier de haute qualité. Et donc, voilà, on est vraiment face à un territoire qui subit un traumatisme
très profond et complet après plus d'un siècle d'exploitation. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on a effectivement ces 400 hectares à l'arrêt. On a deux éléments peut-être qui ont un tout petit peu atténué le déclin. Tout d'abord, on est tout proche du Luxembourg, donc on a une trentaine de kilomètres du Luxembourg. Donc ça a eu un effet effectivement au niveau de l'emploi. Donc on a beaucoup de personnes qui font la navette et donc économiquement, ça a un tout petit peu atténué les choses, même si en contrepartie, ça fait de très grandes différences de niveau de vie au niveau des habitants, avec d'un côté des habitants qui vivent un peu dans une cité dortoir et de l'autre côté des habitants qui eux sont toujours en train de gérer la fin de l'industrialisation. On a également un centre un peu de loisirs qui est juste à côté, donc qui lui permet effectivement d'alimenter en emploi peu qualifié une partie de l'ensemble. On se retrouve donc avec un site, un ensemble de villages qui, mis ensemble, ont une population d'environ 30 000 habitants, mais qui sont organisés autour d'un énorme vide de 400 hectares. Et tout le site ayant été vraiment focalisé sur la production, vu que ce vide a lieu maintenant, s'organise au milieu, personne ne sait très bien comment faire. Tous ces éléments ne sont plus reliés alors qu'ils étaient orientés finalement entièrement sur la production. Et donc on a un cadre de vie qui est vraiment très dur, très, très difficile. Il n'y a eu quasi aucun investissement au niveau des espaces publics par exemple. Et donc on n'est pas du tout dans un tissu urbain ni dans un bassin de vie, on est dans quelque chose de très déstructuré. Alors le troisième site en question, c'est la Porte Ouest à Charleroi. Donc c'est la vallée de la Sambre, à l'endroit où la Sambre arrive sur le centre-ville de Charleroi, et donc qui est un bassin sidérurgique vraiment très très important. Quelques éléments, c'est qu'il est situé entre Marchienne-au-Pont. Alors on ne voit peut-être pas grand-chose ici, mais Marchienne-au-Pont ici et le centre-ville de Charleroi est là, bon, pour avoir quand même quelques éléments de repère. Donc Marchienne-au-Pont, lui, était un ancien village médiéval, tandis que la ville de Charleroi en elle-même a été fondée au XVIIe siècle. Et donc on se retrouve avec cette zone entre les deux qui a été vraiment aussi entièrement dédiée à la production industrielle et plus particulièrement à la sidérurgie. On est sur une zone qui a été extrêmement prospère, qui a vraiment contribué à la richesse de la Belgique pendant très longtemps et qui aussi, après plus d'un siècle d'utilisation intense, se retrouve en interrogation sur son devenir, étant donné que la grande majorité des infrastructures sont à l'arrêt aujourd'hui. Et donc on est avec une population qui est très fragilisée, un site qui vraiment au niveau de son identité concentre tous les éléments négatifs du déclin économique de toute une région. Et donc on a vraiment un site qui est considéré comme étant le pire du pire, d'une certaine manière, qui est considéré un peu comme un espace, c'est un élément qui est un peu choquant, mais qui est revenu lors des réunions qu'on a eues avec les habitants, c'est un espace poubelle en quelque sorte. C'est un espace dont on ne sait pas vraiment très bien quoi faire. Et on a donc aussi des espaces qui sont très peu reliés entre eux, avec beaucoup de délaissés, et malgré tout, quelques éléments qui sont positifs. On découvre un peu par hasard des éléments qui ont une forte valeur patrimoniale, que ce soit au niveau naturel ou au niveau vraiment du bâti. Alors, maintenant, je vais peut-être passer en revue les éléments qui m'ont le plus marqué en termes de similarité de ces différents sites. Parce qu'effectivement, ce contexte de révolution industrielle dont ils sont issus fait qu'on a quand même un fil conducteur et des choses qu'on retrouve en ayant eu l'occasion de travailler dessus. Le premier élément, c'est vraiment la place de l'eau. Systématiquement, on est sur des territoires où l'eau occupe une importance mais vraiment fondamentale. Alors c'est normal tout d'abord parce qu'on avait un besoin de l'eau par rapport à l'usage industriel, donc tout d'abord pour le processus industriel en lui-même,
que ce soit au niveau de la sidérurgie, mais si on sort des 3 sites ici, on peut parler par exemple de tout ce qui est textile, qui nécessitait énormément d'eau également. Et donc on a toujours de l'eau à proximité de ces sites. Et la deuxième raison pour laquelle l'eau était vraiment importante, c'est pour des questions de transport. Enfin, ça servait au charroi des quantités de matériaux, soit qui rentraient dans le processus industriel, soit qui en sortaient. Mais toujours est-il que c'est des éléments, la place de l'eau dans ces sites est vraiment un atout aujourd'hui, parce que c'est des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de revaloriser le cadre de vie. Deuxième élément très marquant en termes de fil commun de ces différents sites, c'est la question de leur localisation. Comme on a vu, on a vraiment un territoire qui s'est focalisé sur l'outil de production et du coup qui a vraiment tout mis en place pour optimaliser cette production industrielle. Et donc, on a des infrastructures, que ce soit des infrastructures routières, des voies ferrées ou les voies d'eau, qui se sont vraiment qui convergent vers les sites de production en question. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des sites qui sont vraiment très bien desservis et très bien connectés. Avec un paradoxe, c'est que si ces sites sont très bien connectés au niveau infrastructure, ces sites parfois se perçoivent comme étant complètement enclavés ou comme étant loin de tout, parfois même à cause de cette infrastructure qui font office de rupture. En attendant, c'est un atout de ne pas être trop isolé. Alors, un autre élément commun, c'est la question du morcellement du territoire. On voit qu'on a autour des sites de production le logement qui s'est organisé afin que les ouvriers puissent être vraiment au plus près des espaces de production. Et donc, on a du logement qui est organisé dans des conditions qu'aujourd'hui on ne considérerait vraiment pas, on le considérerait comme étant vraiment pas acceptable. Et donc on a des petites poches de logement là où elles pouvaient se mettre par rapport aux industries lourdes. On constate aussi que sur ces territoires-là, on a beaucoup d'équipements publics. Et donc c'est vraiment l'usine et également les pouvoirs publics. Enfin, au fur et à mesure du temps, on a ces deux éléments-là qui reviennent, mais on a tout voulu mettre en place pour que les ouvriers puissent être plus près et fonctionner le mieux avec l'usine. Et donc, systématiquement, on a énormément d'équipements publics dans ces territoires-là, que ce soit dans des endroits urbains ou beaucoup moins, qui sont un petit peu plus isolés de plus grandes agglomérations. Et finalement, on a beaucoup d'espaces naturels résiduels, toujours conséquence d'un usage fonctionnaliste du territoire. Et alors le dernier élément dont on a déjà un petit peu parlé, c'est la présence des infrastructures qui sont là au niveau paysager, au niveau des circulations, des éléments de rupture très importants, et donc qui sont des éléments où il faut faire avec. Ce sont vraiment des atouts, mais aussi des grandes difficultés et des éléments qu'il faut travailler pour pouvoir les intégrer correctement dans le cadre d'une réflexion urbaine plus large. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les défis auxquels on doit faire face sur ces territoires, tout d'abord, c'est la question des dimensions. On est face à des sites qui sont immenses, qu'on est en train de parler de 400 hectares ou de 800 hectares par rapport à la porte ouest. C'est énorme, enfin, c'est des choses qu'on n'a plus la mesure de projets de cette taille-là aujourd'hui. On n'a plus les capacités financières de se dire qu'on est dans la reconversion complète de ces zones-là. Et donc, ça pose question des stratégies à mettre en œuvre par rapport à ça. Pour rappel également, on a donc non seulement des bâtiments qui sont énormes, avec des gabarits vraiment très importants, mais on a aussi des sites qui sont très pollués, avec des surfaces, des hectares et des hectares qui sont pollués. Parfois, si on prend le cas de Charleroi, on est parfois à 6 mètres de sol pollué à certains endroits. La gestion de ça est une grande difficulté. Le deuxième point qui me paraît important, c'est toujours cette question de relation fonctionnaliste au territoire, à l'outil de production.
On a une sorte de paradoxe en quelque sorte. On a d'un côté une population qui est vraiment très très attachée à son territoire. On voit, enfin en tous les cas les 3 sites sur lesquels que je suis en train de vous présenter ici, on voit qu'il y a vraiment une culture de l'accueil de la part des habitants, une culture de la solidarité qui est très très forte. On a énormément un tissu associatif qui est vraiment très présent et très vivant. D'un côté, et de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a un certain détachement par rapport, on va dire, au symbole de la production, de l'usine ou de l'industrie qui était là, avec, on a l'impression qu'il y a en quelque sorte un attachement à la capacité de produire, mais pas forcément un attachement à l'outil de production en lui-même. Ce qui fait qu'on a recensé, et c'était très fort à Charleroi, c'était très fort également au Port de l'Orne, la population nous disait, mais oui, nous on est prêts à ce que le site change complètement. Enfin, on est très très attaché à notre site, mais on est aussi tout aussi prêt à ce que ça bouge complètement. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est une forme de résilience. C'est le fait de pouvoir se remettre en question et d'aller de l'avant et de pouvoir évoluer. Maintenant, à côté de ça, comme ce sont des sites, des endroits qui ont été dans un même processus pendant tellement longtemps, on voit aussi qu'il y a une difficulté à pouvoir vraiment proposer, à vraiment initier. Par quel bout est-ce qu'on initie du changement ? Comment est-ce que ce processus-là se met en place ? Qui prend l'initiative d'aller vers un autre futur ? Et donc ça pose vraiment toute la question de la prise en charge de la reconversion de ces sites et donc de la méthodologie de projet par rapport à ça. On a effectivement un outil industriel qui a dépassé la population, qui était bien plus forte, on va dire, que chacun des individus qui étaient là. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour à nouveau insuffler l'envie d'entreprendre, de changer, de bouger ? C'est quelque chose qui est vraiment... Enfin, on a senti ces réticences ou ces difficultés-là sur les 3 sites sur lesquels on a eu l'occasion de travailler. Alors maintenant, si on doit parler de perspective, sur la notion de résilience, vraiment la question posée, c'est qu'on a des sites qui ont subi des chocs très très forts, et comment peut-on rendre ces sites plus résilients pour la suite ? Nous, on a toujours réfléchi un peu en termes d'identité, en se disant que ce qu'il fallait faire, c'est vraiment pouvoir reconstruire une identité positive sur ces sites-là, et que ça, c'était un petit peu le point de départ pour pouvoir avancer sur tous les éléments un petit peu plus spatiaux ou un peu plus concrets en termes d'urbanisation. Et donc, la question, c'est comment est-ce que les projets et les propositions peuvent participer à un mieux-être des habitants dans le futur. Et donc forcément, si on travaille si on travaille sur l'identité, il faut qu'on soit avec l'ensemble des acteurs. Et là, les choses se compliquent un peu parce qu'effectivement, on est dans des conditions souvent difficiles. On pense aussi que c'est impossible de travailler sur ces sites-là si on n'est pas vraiment en train de s'imprégner du contexte local, et que le fait de venir avec des propositions complètement nouvelles, ex nihilo, de l'extérieur, c'est très difficile aujourd'hui parce qu'on n'a tout d'abord pas forcément les moyens disponibles pour pouvoir faire de l'expérimentation à très très grande échelle, et puis il faut aussi qu'il y ait une appropriation des propositions, des idées nouvelles, et donc pour que cela se fasse, il faut qu'on puisse se relier à ce qu'il y a eu avant d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur tous les points forts du territoire pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je vais très rapidement maintenant vous expliquer quelques éléments de chacun des projets, en tous les cas vous expliquer les stratégies qui ont été mises en place pour chacun d'entre eux, sans rentrer dans les projets en eux-mêmes. Donc tout d'abord le site de Wallers. Donc, on était sur une étude qui s'est faite en 2 temps. Un premier temps était vraiment une étude de programmation, donc qui a eu lieu en 2008-2009, et un deuxième temps donc, qui est en cours maintenant, avec un dialogue compétitif en partenariat public-privé qui aboutit à ce que le site soit en chantier aujourd'hui.
Et donc ici, on a eu la chance, déjà on est sur un site beaucoup plus petit, on est donc sur les 30 hectares. Sur les 30 hectares, il y a 15 hectares de terrils, donc on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus concis. Et on avait un partenaire privilégié par rapport à la réhabilitation du site, qui était l'Université de Valenciennes, avec son laboratoire de recherche numérique. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la question de la programmation, avec finalement 4 grandes directions, 4 facettes de la programmation qui ont émergé. Tout d'abord, la question de la recherche, étant donné qu'on avait ce partenaire privilégié au sein de l'université. Deuxième facette, c'est la question des entreprises. Comment attirer des entreprises sur le site pour pouvoir assurer aussi à long terme une certaine dynamique en partenariat avec l'université. Puis toute la question de la vulgarisation, en quelque sorte. Vulgarisation et au niveau patrimonial sur l'histoire du site et son fonctionnement, mais aussi vulgarisation sur justement les questions numériques et le travail de recherche de l'université. Et donc l'idée ici vraiment a été de se dire, on a un site qui a été un site phare au niveau de l'industrie, on va essayer d'écrire une nouvelle page de cette histoire industrielle sur un questionnement, une problématique vraiment actuelle, qui est la question de la technologie numérique. Et donc, c'est un pari qui est lancé. Maintenant, seul l'avenir pourra dire si ça a été le bon choix de venir mettre dans un site qui est quand même relativement isolé un ensemble d'acteurs et de voir s'il y aura un effet de masse critique suffisante pour que le site puisse vraiment être en train de revivre sur le long terme. Alors, le deuxième projet donc, des Portes de l'Orne, qui était là vraiment une étude de filière avec l'idée de réfléchir sur le redéploiement économique et urbain du site, mais donc sans rentrer sur des aspects d'aménagement urbain, on va dire, spatialisé. Et donc ici, le fil conducteur, ça a été l'identité positive, donc avec l'idée de l'innovation, encore une fois, l'expérimentation, qui ont été un peu une partie de l'ADN du site précédemment, et en rajoutant la question de la durabilité. Et puis vraiment toute une approche sur comment recoudre le tissu urbain et les trames naturelles qui sont aujourd'hui complètement explosées, et donc de créer un vrai bassin de vie autour, on va dire, de ce vide de 400 hectares. Et donc il y a 4 filières qui ont émergé, avec 3 filières expérimentales interconnectées, donc avec chaque fois des pôles de compétitivité qui sont présentes à l'échelle de la région et plus particulièrement de l'université. Et donc on est sur la filière matériaux intelligents, sur la filière énergie, où on s'est rendu compte sur place qu'il y avait des régies d'électricité avec des compétences mais énormes, étant donné qu'elles ont dû gérer ces sites de production sidérurgique à des échelles énormes. Et donc il y avait un savoir-faire qui ne demandait qu'à être valorisé, et donc toute une réflexion sur les énergies alternatives et comment rendre l'ensemble des 400 hectares sites de production, notamment avec un projet de recherche lié au photovoltaïque au niveau de l'université. Et troisième filière expérimentale, tout ce qui est génie écologique, avec l'Orne qui aujourd'hui est canalisée et qui devient terrain d'expérimentation pour la dépollution de l'ensemble du site. Et puis finalement une filière plus classique, étant donné qu'on est sur l'Eurocorridor lié à l'autoroute, la voie ferrée et la Moselle, qui est la question de la logistique. Alors le dernier site, c'est la Porte Ouest, où là c'était la régénération des 800 hectares sur 15 ans. Alors c'est une étude qui était censée durer 8 mois, qui a duré 5 ans, qui soulève les questions de gouvernance, les questions de comment est-ce qu'on fait pour initier, comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre, ou même pour penser à un projet. Et donc on est arrivé avec une approche finalement assez souple, avec 3 grands invariants sur l'ensemble du site, donc tirer la Haute-Sambre jusqu'au cœur de Charleroi, permettre vraiment au centre-ville de Charleroi de se déployer et à l'entité de Marchienne de se restructurer, et avec sur ces 3 invariants 3 sites clés qui étaient vraiment les endroits sur lesquels
il faut focaliser plus de moyens. Et puis une vision beaucoup plus souple sur le reste, en sachant que sur 20 ans, forcément, il y a plein d'opportunités qui peuvent arriver et qu'il faut pouvoir vraiment les accepter, les utiliser et les faire fonctionner pour que l'ensemble du site aille mieux. Mais ici, donc cette étude s'est terminée en 2012. Voilà, et donc je vais en venir... Voilà, quelques conclusions qui sont plutôt des questions en quelque sorte. Tout d'abord, un constat, c'est qu'on est d'office sur des projets à long terme. Et donc là, ce qui est le plus frappant, ce qui m'a semblé vraiment le plus frappant sur ces études, c'est la question de la gouvernance. On peut effectivement être en train de proposer énormément de choses si on n'a pas quelque chose qui a été mis en place en termes de gouvernance qui fonctionne et qui est partagé. Voilà, les bureaux d'études peuvent faire plein de choses, mais ça n'aboutira pas à grand-chose. Et donc, ça, c'est vraiment une question de fond, surtout si on est dans des périodes d'incertitude et de mutation, c'est de voir comment organiser l'ensemble des acteurs. La reproductibilité des démarches aussi. Nous, on prône une approche vraiment liée au contexte. Et donc, voilà, c'est important de savoir ce qui se passe ailleurs, mais c'est aussi très important chaque fois de vraiment s'ancrer sur le territoire en lui-même pour faire sortir les choses les plus intéressantes. Ensuite, on voit qu'il y a en quelque sorte 3 approches différentes à prendre en compte. Tout d'abord, le fait de pouvoir vraiment saisir les opportunités sur un territoire. On se rend compte, les projets qui avancent, c'est qu'on a su au bon moment saisir les bonnes opportunités. En même temps, c'est quelque chose d'assez dangereux parce que ces sites, finalement, se sont construits par opportunité, sans beaucoup de planification à long terme, et ça a donné les difficultés qu'on connaît également. Le deuxième point, c'est de restructurer. Alors ça, c'est un peu le monde des urbanistes, c'est de remettre de l'ordre, de la structure, travailler sur les infrastructures, mais on sait que c'est très coûteux aujourd'hui aussi. Et donc, comment est-ce qu'on travaille sur la structure du territoire? Et puis, travailler avec des projets phares. On voit aussi que ça, c'est quelque chose d'important. Le fait de se dire qu'on a un élément qui focalise un petit peu plus l'identité d'un territoire, qui engendre toute une série d'autres mutations ou d'autres développements. Et donc, comment choisir ces projets, ils sont plus faciles à financer parce qu'ils sont en quelque sorte uniques, mais comment faire en sorte qu'ils aient vraiment l'effet escompté. Et donc voilà, et on a envie de terminer en disant il faut vraiment pouvoir rester à l'écoute quand on est sur ces territoires-là pour faire émerger ce qu'il y a de mieux et l'ensemble des atouts. Voilà, merci. Merci. On a pris pas mal de retard. Est-ce qu'on procède aux questions maintenant ou est-ce qu'on attend peut-être le passage Oui, non? D'accord. Alors peut-être, je ne sais pas si quelqu'un a des questions par rapport à ces 3 premières interventions et souhaiterait lancer le débat. Ça ne se bouscule pas, je vois. Mais alors, moi, je vais commencer. Je suis désolée, vous êtes de part et d'autre, donc voilà. Mais j'avais une question pour Mathie, mais aussi pour Julien Langer, concernant l'importance de la démarche participative. Donc vous avez mis en évidence finalement que le jeu d'acteurs avait été déterminant dans les différents projets que vous avez cités. Et donc, je voulais en savoir un petit peu plus sur ces aspects-là. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? J'imagine qu'il doit aussi y avoir des différences dans la manière d'appréhender justement cet aspect participatif en Belgique et en France. Ça, c'est peut-être plus pour toi, puisque tu as l'expérience des deux process. Et puis d'une part, est-ce qu'on peut considérer peut-être que justement c'est un facteur de réussite véritablement déterminant pour mettre en place une opération de ce type? Évidemment, on a envie de dire tout de suite oui, ce sont des éléments super importants parce que ça nous permet de nous nourrir de toute une série d'informations qu'on n'aurait pas simplement en faisant des visites sur le site ou en parlant aux acteurs, on va dire, institutionnels en tant que tels. Donc ça, c'est déjà une première raison pour laquelle ça nous paraît vraiment important. Maintenant, il faut savoir que ce sont des démarches qui sont très difficiles à réaliser de manière
approfondi, comme on rêverait de le faire en quelque sorte, dans le contexte des études dans lesquelles on est. Enfin, je pense que tu as souligné le fait qu'on a 9 mois pour faire une étude, ou on a 6 mois pour faire une étude. Il faut savoir que les processus participatifs, si on veut les faire de manière approfondie, ben ça se prépare. Ça doit être un travail de fond. Et ça doit être un travail de fond aussi qui n'aboutit pas à une frustration parce que ça ne se termine pas, ou parce que ça débouche sur quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait au départ. Alors dans le cadre de Charleroi, on avait entamé un très long et fructueux travail participatif. On a eu à chacune, donc il y avait 5 phases au niveau de notre projet, dont une phase d'élaboration de scénario qui devait déboucher après sur quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et donc on a eu 3 grandes réunions qui ont rassemblé entre 70 et 100 personnes autour du projet, et ça a été vraiment très riche. Mais par contre, on a eu des difficultés de gouvernance au niveau de la gestion du projet, qui fait qu'il y a eu une très longue période de statage de l'étude. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a été bien pire qu'autre chose d'avoir initié cette démarche participative, parce que du coup, on est face à des frustrations, mais énormes, quoi. Donc, c'est pas évident. Enfin, moi, j'ai envie de dire oui, on a vraiment envie de ça, on pense que c'est quelque chose de vraiment très important, mais il faut pouvoir le baliser. Il faut peut-être... La démarche probablement la plus sage est de se dire que c'est quelque chose qui peut nous alimenter sur un diagnostic, et que ça permet vraiment d'enrichir et d'avoir un diagnostic le plus large possible par rapport aux questions de proposition. Mais c'est vrai que j'ai rarement eu l'occasion d'avoir un maître de l'ouvrage qui était impliqué et conscient des avantages et des bénéfices de la participation, au point d'investir les moyens financiers nécessaires pour que ça se fasse dans des bonnes conditions. Voilà. Quelques cas de figure où ça a un petit peu marché dans notre travail il y a quelques temps. J'en tire la conclusion que si ça n'a pas été mis en place en amont, avant la démarche de projet, soit le temps est trop court, soit effectivement... voilà, c'est une démarche qui de toute façon prend du temps à être mise en place, et donc il faut que ce soit quasiment une culture partagée entre les élus, les techniciens, même les habitants, les acteurs, la société civile. Donc ça se construit, j'ai envie de dire, sur 20 ans. Transformer un territoire qui a des problématiques de résilience, pour faire court et résumer le côté mutation, je pense qu'effectivement, il faut le prendre en amont, et que ça peut se décliner à toutes les échelles de territoire. Il faut qu'il y ait de la participation à tous les étages. Mais effectivement, je crois qu'il y a un problème de culture politique de la part des élus, à mon avis, hein, qui est, tout simplement. Enfin, je crois que c'est avant tout ça qui pose problème. Ils sont ambigus, mais je me mets à leur place. Voilà, la position n'est pas forcément facile, mais il faudrait qu'ils y aillent, quoi. Il faudrait qu'ils y aillent vraiment, parce que je pense que justement, compte tenu des risques, des mutations, on n'a pas parlé du réchauffement climatique, on n'a pas parlé de... quand même, les alertes s'accumulent, donc il va bien falloir changer de méthode. Je suis convaincu qu'il faut vraiment changer de méthode, changer de façon de faire, et inventer des gouvernances, des positionnements du politique, des phases décisionnelles, de la concertation vraiment différents. Et on n'est qu'à l'aube de ça, je pense. Sur l'université de Reims, ce qui est intéressant, et les limites de la participation, c'est évidemment que dans un quartier urbain ou un territoire en mutation, ne participent que ceux qui sont enracinés ou piégés dans le lieu. Les autres, en 3 ans, partent ou bougent ou se modifient. Ce qui est pareil sur l'université. On a mobilisé fortement un diagnostic participatif avec les étudiants. Le plan vert, il va commencer à être mis en place l'année prochaine, et dans 2 ans, la moitié des étudiants qu'on a interrogés cette année seront partis. Donc la question de la participation, c'est si je la prends du point de vue, quel est mon intérêt à participer? Entre guillemets, il n'y en a aucun. C'est le paradoxe que des sociologues illustrent sur le syndicalisme. Quel est mon intérêt à me syndiquer si je n'ai que ce prisme-là?
investir du temps, avoir des ennuis avec sa direction, etc. Finalement, quel bénéfice je vais en retirer? Si c'est un pur calcul, pas grand-chose. Par contre, si ça s'inscrit dans une démarche collective, je dirais une mise en mouvement collective et donc une amélioration un peu continue, donc un processus qui n'est pas forcément du projet justement de transformation d'une infrastructure, d'un bâtiment, etc., mais que, je dirais, le quotidien, l'urbanisme du quotidien, une urbaniste américaine, Crawford, qui parle d'urbanisme du quotidien. On parle aussi de démarche bottom-up qui vient du bas. Je pense que ça procède de ça. C'est-à-dire que la démarche de projet, c'est à un moment donné où on intensifie un petit peu la réflexion, on dessine des choses, mais la démarche projet, finalement, il faudrait qu'elle embrasse tout ça et qu'elle passe à travers. Et la participation, c'est pareil. Comment fabriquer un projet d'université participative, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de soirées à nos vice-présidents, donc je ne sais pas s'ils sont totalement prêts. Merci. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre éventuellement? Oui. Pascal, moi ma question c'est pour Pascal. Tu as parlé dans ton exposé de l'identité, justement que le parc devenait la nouvelle identité du site BOC. En fait, avant, c'était le site La Friche qui était finalement l'identité. Donc il y a une adaptation, donc finalement un effet de résilience. Et ma question, c'était plus sur les attitudes des acteurs, justement, par rapport aux friches. Est-ce qu'ils poussent à la destruction de ce site-là ou justement à la conservation? Comment ça se passe? C'est aussi valable pour Mati, voir quel est le processus de conservation au nom de ce patrimoine? Alors, ce que je n'ai pas présenté ici, c'est la temporalité du projet. Le projet a commencé au début des années 90, et je pense que Lisa, à mon avis, saurait encore mieux dire que moi, puisqu'elle y a participé à l'élaboration de la programmation et autres de l'ensemble du site. Et ça veut dire que quand on arrive en 2008, 18 ans après, tout le monde s'est fait une raison qu'il ne faut absolument plus ce site. Cela étant, personne n'a osé toucher à l'usine tant qu'elle était encore, j'allais dire, habitée, c'est-à-dire qu'il y avait encore un peu de production. Sachant que pour la petite histoire, en gros, il y avait encore quelques personnes qui produisaient réellement la faïencerie à cet endroit-là avec les moules d'origine, mais la grande majorité de la production de BOC venait du Vietnam. Donc on était vraiment passé du très haut de gamme à du très très bas de gamme, mais en ne disant pas son nom. Et je pense que s'il n'y avait pas eu les fossoyeurs financiers de l'usine en tant que telle, on serait peut-être dans un projet encore un peu plus mixte où l'usine serait encore présente pour partie. Maintenant, il faut quand même relativiser les choses aussi. C'est que la production de la faïence n'est quand même pas particulièrement propre, entre guillemets. Il y a quand même pas mal de produits toxiques et dangereux, et que les normes actuelles auraient surtout tendance, et c'est une des pistes qui a été soulevée avant la faillite, qui était de déplacer l'usine. Donc, en fin de compte, c'est un processus excessivement complexe qui amène à un certain moment, on dit, bon, ben, il ne faut plus d'usine à cet endroit-là. Les acteurs en sont bien conscients, la population, elle, ne comprend pas, parce que ça fait partie de l'ADN de la ville. Je pense que c'est vraiment très spécifique, mais bon, sur Charleroi, et Mathilde l'a bien dit, Porte de l'Orne, c'est un peu la même chose. Ça devient un ADN transformé à une certaine époque et qui fait que les gens ne s'imaginent absolument pas que les choses puissent changer. Je fais d'ailleurs un petit aparté sur Charleroi. Quand on a eu les réunions publiques, on a eu des réactions des personnes où les gens disaient mais on doit garder les usines, c'est une vraie nuisance, mais on doit garder les usines parce que nos enfants doivent aller travailler là-bas. Donc les gens n'avaient pas modifié leur processus de pensée, alors que quand on discutait avec les syndicalistes, ils nous disaient mais les usines ont été fermées en 2008, mais ils disaient notre plus gros problème c'est que de toute façon avec le départ en la pension, nous n'allons plus avoir de capacité opérationnelle parce que les personnes qui doivent venir travailler
dans la sidérurgie qui doivent au minimum être bac master, eh bien, on ne l'a pas sur le marché. Donc c'était très très paradoxal comme situation. Et donc, la population s'imaginait que leurs enfants qui ne faisaient pas nécessairement d'études, parce qu'on était dans des territoires très précarisés, allaient continuer à travailler à l'usine, alors qu'ils ne pourraient plus travailler à l'usine s'ils n'avaient pas été à l'UNIF. Et donc, je pense que dans la question il y a la question de participation, il y a la question de pédagogie aussi, qui est très délicate par rapport à cela. Et pour le site de Bock, très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas eu de pédagogie du tout sur la transformation de l'usine en centre commercial. Enfin, je veux dire, en plus, dans le genre traumatique, je pense qu'il y a beaucoup de thèses qui pourraient travailler là-dessus, vu la spécificité. Et donc, on a fait un choix à un certain moment. On s'est dit, il faut une autre identité, parce qu'on n'arrivera pas à maintenir cette identité telle qu'elle est. Cela étant, les pouvoirs publics ont quand même pas trop mal géré. On parlait de gouvernance, mais je considère que la ville de Hauvière a relativement bien géré ce projet parce qu'ils ont travaillé de manière anticipative. Contrairement à beaucoup d'autres endroits, il y a eu des études de programmation qui ont été faites avant. C'est que dès qu'ils ont eu l'opportunité de racheter un petit morceau de l'usine qui restait, ils l'ont racheté et ils en feront quand même un centre du design dont l'objectif est d'avoir, je dirais, des productions excessivement limitées d'artistes européens qui travaillent dans la céramique et qui vont remettre en avant, quelque part, la valeur du Bock de haut de gamme. C'est pas nécessairement la panacée, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui n'est pas inintéressant en soi. Mathie, tu veux compléter peut-être par rapport à cette question? Moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on était sur... ça a été marquant. On a fait une visite du site de Rombas, donc au port de l'Orne, et on a eu 130 personnes qui étaient vraiment très très émues parce que ça faisait 15 ans que c'était impossible, que les hauts fourneaux avaient été démolis et qu'il n'y avait pas moyen d'aller sur le site. Et on a vraiment beaucoup ressenti le fait de se dire, mais en fait, les bâtiments qui sont là, c'est un peu comme une carcasse, c'est pas ça qui est important. Ce qui était important, c'est que le site était en train de produire, et donc c'était l'activité qui était dedans. Et donc on a eu pas mal de détachement de la part des habitants au niveau des bâtiments. Ils étaient prêts à dire, oui, on peut démolir, il n'y a aucun regret par rapport à ça. Ce qui était important, c'est ce qui s'y faisait. Et on était assez surpris de ça. Et sur Charleroi, on a eu un peu ça aussi comme réaction, le fait de se dire, oui, on peut passer à autre chose, il n'y a pas de problème. Par contre, Wallers, c'est un peu différent, mais je pense que Wallers, il y a eu aussi tout un phénomène d'utilisation du site. Donc, il a été utilisé comme lieu de tournage pour Germinal, et donc il y a eu des visites du site. Là, c'est devenu UNESCO. Donc, il y a eu autour de la valeur patrimoniale des bâtiments, et qui sont vraiment exceptionnels au niveau esthétique, une sorte de réappropriation beaucoup plus forte, qui fait que là, on est attaché aux bâtiments en eux-mêmes, quoi. Et puis aussi toujours une association d'anciens mineurs qui font visiter. Donc on a perpétué beaucoup plus cette notion de valeur patrimoniale de l'ensemble, quoi. Donc voilà, c'est un peu les deux. Voilà, je propose peut-être qu'on en reste là et qu'on passe au second groupe. Et donc je convie Jérémy et les différents intervenants à venir s'installer.